Encore une journée pourrie à crapahuter dans la jungle. Je sais pas ce qu'il y a de pire ici. Entre la chaleur, les moustiques, les viettes, et cette foutue pluie qui n'en finit jamais. Ah, vous n'en savez rien, vous venez d'arriver. Mais moi, ça va faire plus d'1 an que je suis là. Et croyez-moi, j'en ai vu des coins pourris. Le Vietnam, quel sacré pays. Alors qu'ici il fait nuit, au pays la journée commence seulement. Et les gens de chez nous n'ont aucune idée de l'enfer qui se déroule ici et qu'on subit depuis des années. Mais vous n'allez pas tarder à le savoir. Est-ce que vous savez seulement pourquoi on est là? Oh, peu de gens s'y intéressent à vrai dire, du moins pour le moment. Mais je suis persuadé que très bientôt le monde entier sera scandalisé par ce qui se passe ici, et priera pour que tout s'arrête. En attendant, laissez-moi vous faire un topo de pourquoi on est là, le bleu bit. Tout commence avec les Français. En 1945, le Vietnam faisait alors partie de l'Indochine française, une jolie colonie d'Extrême-Orient qui englobait alors le Cambodge, la Cochinchine, le Laos, le Tonkin et le Annam, mais qui, par faute de moyens militaires français suffisants, n'ont pas pu faire le poids face à une invasion de l'armée impériale japonaise. Les Japonais, c'étaient les Chinois alliés des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, au cas où. Militairement impuissant face au Japon, la France battra en retraite et cédera à toutes les exigences économiques et militaires des envahisseurs, ce qui, bien sûr, entachera grandement sa réputation et démontrera sa faiblesse. Le conflit aboutit à une désorganisation totale de l'administration coloniale française, jusqu'en été 1945 où les forces françaises lancent une contre-offensive qui aboutira à la capitulation japonaise en septembre de la même année. Cependant, le mal est déjà fait. La présence française est fragilisée et la population locale est affamée depuis des mois par les réquisitions de riz par les Japonais. Les indépendantistes Viet Minh, menés par Ho Chi Minh, et le Parti communiste indo-chinois en profitent pour déclarer l'indépendance du pays et proclament la République démocratique du Vietnam. Français et Vietnamiens cohabitent tant bien que mal, mais l'incapacité des gouvernements français et vietnamiens de s'accorder sur un modus vivendi, une manière de vivre, envenime la situation jusqu'en 1946, qui marquera le début d'une guerre pour le contrôle de l'Indochine, qui durera jusqu'en 1954 et fera plus de 500 000 victimes. Oui, je confirme. Le conflit, comme chacun le sait, sera d'une envergure terrible. Les indépendantistes sont soutenus dès 1949 par la Chine communiste, et la France par les États-Unis. Une aide qui serait hélas pour eux insuffisante. La France abandonnera ses prétentions sur le territoire peu après sa défaite à la bataille de Dien Bien Phu en 1954. Et le pays sera scindé en deux à la suite des accords de Genève. Au nord, la République démocratique du Vietnam, soumise par les pro-communistes. Et au sud, la République du Vietnam, occupée par les nationalistes. Mais à peine 1 an après la fin du conflit, les hostilités reprennent. Pourquoi? À cause de ça. La théorie des dominos est une théorie géopolitique métaphorée employée pour la première fois par Dwight Eisenhower lors d'une conférence de presse en 1954 où il exprimait son inquiétude face à l'expansion du communisme en Asie du Sud-Est. Il déclara ainsi: « Vous avez une rangée de dominos dressés, et si vous faites tomber le premier, il y a une certitude que le dernier sera renversé aussi. Ainsi, on parviendra au début d'une désintégration qui aura de très profondes conséquences. » Cette théorie sera le concept de base de la stratégie dite de l'endiguement, qui visait à stopper coûte que coûte la zone d'influence soviétique et à empêcher la propagation du communisme. Qui sape et qui putréfie tous nos plus précieux fluides corporels. C'est justement ce qui avait justifié l'engagement militaire américain dans la guerre de Corée, et qui justifiera l'intervention américaine au Vietnam en 1955. Alors que les tentatives de réunification entre le Nord et le Sud se compromettent, et que les Nord-Vietnamiens lancent des opérations de guérilla au Sud afin de déstabiliser le gouvernement. L'intervention américaine sera divisée en 2 phases. La première, déclenchée à partir de 1955, sera essentiellement financière, bien que quelques conseillers militaires soient également envoyés sur place. Puis, en 1961, sous l'impulsion du président Kennedy, deviendra également technique. Les États-Unis pourvoyant l'armée sud-vietnamienne en matériel de combat et dépêchant sur place environ 15 000 conseillers militaires afin de former les troupes locales. Il autorisera également l'utilisation du napalm pour détruire les récoltes et le couvert végétal qu'utilisent les maquisards, maintenant appelés les Viet Cong. En 1963, alors que John Kennedy souhaitait jouer la carte de l'apaisement avec Moscou en retirant progressivement 1 millier de conseillers militaires américains, quelqu'un décida qu'il était temps de changer de présidence, et Lyndon Johnson prit sa place, annulant consécutivement, par peur de la montée en puissance du communisme, le retrait des troupes précédemment ordonnées et renforçant encore plus la présence militaire américaine sur place durant toute l'année 1964. Puis, on en arrive à la deuxième phase, plus active, en 1965, avec l'opération Rolling Thunder. Ça sent la viande cramée, non? L'opération Rolling Thunder, le tonnerre roulant est déclenché. L'armée de l'air américaine est déployée en masse et ce sont 500 000 tonnes de bombes qui sont larguées sur le Vietnam.
En parallèle, au sol, des opérations de recherche et destruction sont lancées massivement dans tout le pays. On a un mémo envoyé par la MAF à ce sujet. À l'avenir, à la place de recherche-destruction, employez les mots balayage-nettoyage. Des territoires entiers sont déclarés Free Fire Zone, impliquant que toute personne s'y trouvant est considérée comme ennemie. Le président Johnson porte l'effectif militaire à 125 000 hommes, puis 510 000 en 1967. Mais alors que la situation revenait peu à peu sous contrôle, tout espoir américain d'en finir bientôt vola en éclats avec la violente offensive du Tet lancée par les Viets. C'était le 30 janvier 1968, un jour sacré, un jour de trêve, le nouvel an chinois. L'ennemi était supposément sur le point de s'effondrer et là, patatras, des attaques surprises et simultanées furent lancées à travers tout le pays par les forces Viet Cong. Bon, c'était un échec, ils se sont fait défoncer. Mais pour le monde entier, cela ne signifiait qu'une seule chose. La guerre était loin d'être finie et allait redoubler en intensité. Vous vous demandez sûrement où je vais en venir maintenant avec mon cours d'histoire. Et pourtant, il faut bien expliquer la sauvagerie qui a lieu ici, car c'est dans les guerres les plus sanglantes qu'on y trouve les plus gros monstres. Ce qui m'amène à vous parler d'un soldat devenu légendaire, le sergent Barnes, véritable démon engendré dans le sang des Viet Cong et les flammes du napalm. Au-delà de l'ennemi Viet Cong, le sergent Barnes est le méchant de l'histoire principale du légendaire Platoon, du réalisateur Oliver Stone, premier des films de sa trilogie de la guerre du Vietnam, avant Né un 4 juillet et Entre le ciel et la terre. Une guerre qui aura eu son importance pour le réalisateur, puisqu'il y aura participé dans sa jeunesse et dont il tirera son inspiration pour ses personnages et ses scénarios. Platoon nous raconte l'histoire de Chris Taylor, un jeune américain idéaliste, engagé volontaire et décidé à servir son pays, plongé dans une guerre qui fait rage depuis déjà des années. Il sera affecté à la compagnie Bravo, une des nombreuses unités qui composent la 25e division d'infanterie. Les hommes qui la composent sont pour la plupart déjà des vétérans aguerris par des combats furieux contre les Viets et par une survie difficile dans ce qu'ils qualifient d'enfer vert. C'est dans ce contexte qu'il fait la rencontre des deux grands meneurs de son peloton, Platoon dans la langue de Johnny Depp. Peut-être c'est un peu trop, non? Des grands meneurs, certes, mais qu'hélas tout oppose. Et cette opposition, Oliver Stone nous la fait ressentir à plusieurs égards dans le film, en divisant les soldats en deux entités politiques. Il y a tout d'abord ses plus proches frères d'armes, qu'il initie à la marijuana sur fond de Jefferson Airplane, et qui représentent le versant démocrate américain. Et puis, il y a les camarades d'en face, qui eux préfèrent l'alcool, les drapeaux sudistes et la musique country. C'est la représentation du peuple côté républicain. Et au milieu de ça, deux pères symboliques. Tout d'abord le sergent Elias, le père idéal. Joué par Willem Dafoe, c'est l'homme droit et vertueux, expérimenté, bienveillant à l'égard de ses hommes et intarissable de bons conseils, qui suscitera l'admiration d'une partie de la troupe pour son comportement de soldat modèle. Il est en constante opposition avec son rival et supérieur hiérarchique, le sergent Barnes, le mauvais père. Un homme froid et brutal, impitoyable avec l'ennemi, autant qu'il est intransigeant et sévère avec ses propres hommes, leur reprochant leur médiocrité. Tu n'es qu'une lope, une couille molle. Le sergent Barnes est interprété à l'écran par Tom Berenger, un acteur de l'Illinois talentueux, dont ce rôle restera sans doute le plus connu et le plus iconique, et qui, sous la direction d'Oliver Stone, parviendra à faire transparaître à l'écran la longue pente rude qui mène à la déshumanisation et aux troubles psychiques qui peuvent accabler un soldat. Barnes a un regard implacable et menaçant, rarement vu avec un sourire ou ne serait-ce qu'un soupçon de joie. Les cicatrices qu'il arbore sur son visage et ses yeux froids qui fusillent quiconque du regard témoignent des nombreuses horreurs vécues au cours de la guerre. Et nous pouvons voir, durant les scènes du jeu de cartes, que le reste de son corps a subi encore d'autres blessures graves, ajoutant, comme nous allons maintenant le découvrir, une autre couche de tourment à un homme déjà troublé. Maintenant que nous avons fait connaissance avec les principaux personnages, il est temps de nous plonger nous-mêmes dans le film et d'emprunter les mêmes pistes dans la jungle qui conduiront Barnes à devenir le méchant de l'histoire. Chris Taylor, notre jeune héros fraîchement débarqué au Vietnam, sera donc affecté à la compagnie Bravo, dont l'un des pelotons est commandé par le lieutenant Wolf et secondé par le sergent Barnes comme sous-officier adjoint. Mal acclimaté aux conditions tropicales, il effectue dès son arrivée une longue patrouille dans la jungle et ressentira immédiatement les effets de la chaleur, de l'humidité et de la déshydratation. Rapidement affecté par la difficulté de la marche et par un pactage trop lourd, le Alice. Initiales anglaises pour All Purpose Lightweight Individual Carrying Equipment, soit en français, équipement de portage polyvalent individuel léger. Léger, il pèse quand même 30 kilos, hein. Alors qu'il sera placé en tête de colonne pour ouvrir le chemin de la patrouille, il tombera nez à nez avec le cadavre d'un Viet, pourrissant là depuis longtemps. L'odeur, la vue, plus tous les autres désagréments déjà évoqués auront raison de Taylor qui s'effondrera par terre, ivre de fatigue. Il s'attire immédiatement le mépris de Barnes qui ne tolère aucune faiblesse dans son unité. On se doute déjà qu'il ne doit pas être facile à vivre tous les jours, ce gars-là. Barnes demandera la prise en charge de Taylor par le médecin de combat, avant de reprendre la reconnaissance, furieux.
Taylor, quant à lui, sera recueilli sous l'aile protectrice d'Elias, et d'autre part binommé avec Gardner, un autre jeune soldat, fraîchement débarqué, comme lui. De retour au camp, les illusions de Taylor sont déjà loin derrière lui. La lassitude s'est emparée de lui à force de routine, des patrouilles épuisantes, du manque de sommeil et des mauvais traitements. Étant nouveau, et n'ayant pas encore fait ses preuves au combat, il est moqué et méprisé par ses camarades plus anciens. On le relègue aux tâches ingrates et épuisantes, comme creuser des tranchées et des abris, de quoi lui faire regretter son engagement. De son côté, Barnes est réuni avec les autres sergents du peloton et avec le lieutenant Wolf, leur chef de peloton, en vue de préparer une embuscade de nuit contre une unité de Viet. Les querelles s'installent. Barnes veut déployer sur le terrain le groupe d'Elias, essentiellement composé de nouvelles recrues. Elias, inquiet, réclame le renfort de soldats plus expérimentés venant d'autres groupes. Le sergent O'Neill, adepte du faillotage envers Barnes, proteste. Lui qui est à la tête d'hommes ayant presque fini leur temps et prêts à être démobilisés, refuse qu'il risque leur peau pendant que des nouveaux se la coulent douce au camp. Les insultes fusent et les rivalités éclatent, sous les yeux du lieutenant qui demeure silencieux et sans consistance. Barnes finira par trancher, s'attribuant la prérogative du lieutenant. Elias sera déployé avec ses hommes, mais les vétérans non. Mais il sera renforcé directement par le sergent O'Neill, aux grandes dames de ce dernier, et du lieutenant également qui, l'autorité sapée, fera remarquer de manière peu convaincante, en privé, que c'est à lui de donner les ordres. On constate ici deux choses. La première, c'est que Barnes semble être atteint d'une forme de complexe de supériorité qui le pousse à prendre des initiatives et à donner lui-même les ordres en dépit de la présence d'une autorité hiérarchiquement supérieure à la sienne. Comme je l'ai dit plus tôt, il semble avoir la médiocrité des individus en horreur, et il n'a pour seule réponse à l'incompétence des uns que sa propre initiative pour contrebalancer les choses. Sans aller jusqu'à dire qu'il ne respecte pas son supérieur, il semble bien connaître la passivité du lieutenant, et il ne compte pas le laisser saper l'effort de guerre. Et cette passivité, hélas, il en abusera à un moment critique. Deuxièmement, et ce qui semble être encore plus important, la mission est au-dessus de tout pour Barnes. Alors autant il peut avoir ses préférences qui influeront sur sa manière de s'entendre avec les autres, que ce soit cadre ou conscrit, autant il ne tiendra aucun compte des faveurs et du ressenti des autres à son égard, et veillera à ce que chacun joue son rôle au combat et assume ses responsabilités dans la mission, la plupart du temps au grand déboire de ceux-ci. Tu la vois celle-là? Tu la vois comment j'en ai rien à branler? Le soir venu, la patrouille se met en marche. Les tensions entre les vétérans et les nouveaux sont palpables. Taylor est affecté à l'équipe du caporal Tex et de Junior, un autre conscrit. La colonne quitte le camp et s'enfonce dans la jungle, déjà complètement envahie par les ombres. C'est sous la pluie que le peloton s'agite pour tendre des pièges aux Viettes, placer des explosifs et des fusées éclairantes, et se relayer pour monter la garde. Pendant que l'un dort, l'autre surveille. Alors, il reste l'attente. Cette insupportable attente qui n'en finit jamais sous cette foutue pluie torrentielle. Et en face, un ennemi invisible, patient, fourbe, utilisant les mêmes techniques fantômes avec lesquelles ils ont vaincu les Français. La jungle elle-même est une ennemie, une arme mise au service du Viet Cong. Elle le cache, elle le protège. Il y est chez lui, et il s'y bat depuis 20 ans. Et finalement, la négligence de l'un finira par affecter tous les autres. Enfin, l'ennemi se dévoile, et l'enfer s'abat sur le peloton. L'affrontement est court mais intense et décisif. Tex et Taylor sont blessés, et le jeune Gardner est tué. Dans sa grande lâcheté, Junior se débinera et accusera Taylor de s'être endormi lors de son tour de garde, facilitant l'approche des Viet Cong. Bien qu'il semble avoir des doutes sur l'honnêteté de Junior, les foudres de Barnes et des vétérans s'abattront sur Taylor, qui n'aura pas l'occasion de s'expliquer. On retient une chose majeure de l'événement. On ne sait pas quel genre d'homme était Barnes avant la guerre, mais les choses étant ce qu'elles sont, il est maintenant un homme froid, blasé et cynique, qui semble être complètement dénué de compassion. Et pourtant, son seul désir est la survie de ses hommes. Oh, non pas qu'il semble les apprécier particulièrement, car contrairement à son rival Elias, il ne prend pas en compte le bien-être de ses hommes, mais uniquement le fait qu'ils soient en vie. Et c'est facilement explicable. Chaque homme tué sera un combattant de moins pour combattre et accomplir la mission. L'évidence est faite en voyant les réprimandes qu'il assène chaque fois qu'un homme montre un signe de faiblesse. Gardner lui servira d'exemple concret de ce qui arrive lorsqu'un maillon de la chaîne faiblit. On y passe. Taylor, après une courte période de convalescence, sera renvoyé dans son peloton. Arrivé au camp, il sera immédiatement relégué par O'Neill à ses anciennes tâches ingrates. À savoir en l'occurrence, le nettoyage des latrines. Cogno, regarde ça. Putain d'oignon. J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Mais comme on dit, c'est dans les pires situations qu'on se fait les meilleurs amis. Mais qui dit ça? L'expérience sera l'occasion pour Taylor d'enfin se faire des amis dans le camp. Le dénommé King l'emmènera dans son repère, celui des planeurs. Des soldats aux mœurs dissolues, adeptes de la fumette comme moyen d'évasion.
Ça danse et ça chante, sans se soucier de ce qui se passe dehors. Il y retrouvera le sergent Elias, qui contre toute attente, l'initiera à un nouveau moyen de se détendre. Dans le baraquement d'en face, c'est l'ambiance parfaitement opposée. On y parle politique et société en méprisant les camés d'en face, on prie, et on s'adonne aux jeux de cartes comme moyen de relax et de cohésion. Le tout en s'envoyant bière sur bière et Du whisky du Kentucky. Ce rare moment de paix nous permet de découvrir Barnes sous un nouveau jour, presque amical. Mais alors que le lieutenant Wolf fait irruption dans le baraquement, dans une tentative aussi vaine que courte de se rapprocher de ses troupes, le naturel revient vite au galop alors qu'il quitte la pièce. En effet, ces hommes lui reprochent d'être trop jeune et trop inexpérimenté, chose que Barnes pourtant se gardera bien de faire. O'Neill se met à parier sur la survie du lieutenant. Mais le regard sombre que lui lance Barnes peut en dire long. Comme nous l'avons vu plus tôt, la survie des hommes semble être primordiale pour lui. Ainsi, l'affaire est sans doute bien trop sérieuse pour qu'il la prenne comme un jeu ou qu'on risque de faire des paris dessus. De crainte que ça ne se réalise. Mais les moments d'accalmie sont toujours de bien trop courte durée, et la guerre doit se poursuivre, car la jungle appelle. Et les patrouilles à la recherche des Viets se poursuivent, et revoilà les GI à nouveau plongés dans l'enfer vert. Durant cette longue mission, Barnes va s'illustrer comme un chef à la fois craint et respecté, décelant lui-même la présence d'un bunker Viet et des traces de présence ennemie. Ainsi, les fouilles se mettent en place. Elias va fouiller un réseau de tunnels, et 2 soldats inspectent une cache de matériel. Une attente pesante s'installe, avant d'être brusquement brisée par une explosion. Les 2 hommes chargés de la fouille ont malencontreusement activé un piège, un fameux Bobby Trap, qui leur coûtera la vie. Les Bobby Traps sont en effet l'un des plus gros fléaux du soldat contemporain. Il s'agit d'un dispositif explosif piégé qu'on peut dissimuler n'importe où et dans n'importe quoi. Au cours des différentes guerres, ils ont été la cause d'un nombre incalculable de morts et encore plus de blessés. Un blessé ayant l'avantage, pour l'ennemi, de mettre hors de combat tous les hommes qui s'occuperont de le sauver et de le transporter. Il s'agit d'une méthode de combat particulièrement lâche et déloyale, car elle peut survenir n'importe où et quand, et ce qui donne à n'importe quelle mission, même de routine, un caractère autrement plus stressant que juste d'avoir l'appréhension de faire face à l'ennemi. C'est à cette occasion que Taylor sera témoin de l'unique moment où Barnes baissera sa garde. Isolé dans un coin, avec une cigarette à la main, le sergent, le regard perdu et ravagé, nous exprimera silencieusement que malgré ce qu'il y paraît, il semble profondément affecté par la mort de ses camarades, bien plus qu'il ne l'a montré jusqu'alors. Cette vision déchirante de son désespoir nous donne un aperçu de son état d'esprit et des tréfonds de son âme, alors qu'il vient juste de vivre la perte de 2 jeunes hommes qui auraient pu encore être utiles et dont les vies précieuses ont été perdues trop tôt. Des morts qui auraient pu être évitées. Mais cette descente aux abysses de l'âme humaine n'est pas encore finie. Un 3e soldat, placé en surveillance un peu plus loin, manque à l'appel. Les recherches s'organisent et le corps du soldat est retrouvé mutilé le long d'une rivière, non loin d'un village de paysans locaux. Les Viet Cong, de la même manière qu'avec les pièges, mènent une guerre psychologique contre les Américains et leur laissent une vision horrible de ce qu'ils font des soldats qu'ils capturent. Pour Barnes, c'en est trop. Il est temps que l'ennemi paie. En 2018, l'acteur John McGinley, qui interprétait le sergent O'Neill dans le film, donnait une interview pour l'émission The Rich Eisen Show, qui l'interrogeait sur son ressenti de la manière de diriger d'Oliver Stone. Celui-ci révélait alors que le réalisateur avait d'abord placé tout son casting dans un camp d'entraînement pendant 3 semaines, afin de les habituer à se comporter en militaire et afin de les lier d'amitié, puis avait filmé les séquences de platoon de manière pratiquement chronologique, avouant qu'ainsi, chaque fois qu'un personnage dans le film était blessé et évacué, ou alors mourait, l'acteur qui le jouait partait, afin de créer un sentiment de perte auprès des autres acteurs et leur donner un aperçu du ressenti des soldats chaque fois qu'un camarade tombait au combat. L'impression donnée à l'écran était alors double. Elle influait sur le jeu de l'acteur. Et Barnes, comme tous les chefs à qui on confie le commandement, et donc la responsabilité de la vie des hommes au combat, ressentira la perte de ses subalternes avec bien plus d'impact que n'importe quel autre camarade. Parce que quand on dirige, on se sent responsable de tout, voire parfois même coupable dès que quelque chose ne va pas. Et dans le cas des militaires, on peut être affecté par le syndrome du survivant, qui se résume à cette sinistre question « Pourquoi eux et pas moi ?» Suite à ces 3 pertes, la rage des soldats du peloton est bouillonnante, alors qu'ils approchent du village. Plus que pour trouver un ennemi, ils cherchent à présent des coupables, une différence qui hélas ne leur laissera pas les idées claires. Comme le dira Taylor, à ce moment Barnes est comme l'œil de la tempête au centre de leur fureur. Une fureur à laquelle ils allaient bientôt donner libre cours. Donne libre cours à ta colère. Alors qu'ils entrent dans le village, un homme s'échappe en courant. Immédiatement considéré comme suspect, il est promptement abattu dans sa course par Barnes. Cet acte constitue le point de départ des infamies commises par le peloton, où même Taylor, à bout de nerfs, participera.
Un acte malheureusement loin d'être isolé durant les différentes guerres de l'histoire, quand la rage et le désir de vengeance obscurcissent la capacité de jugement des hommes. Il faut descendre tous les fumiers de ce village. À partir de ce moment-là, le peloton sera en roue libre. La fouille du village permet de découvrir un gros stock d'armes et une importante quantité de vivres. Trop pour un village de cette taille. Barnes décide de mener l'interrogatoire du chef du village, qui nie avoir toute acquaintance avec les Viet Cong. Il prétend que l'ennemi a entreposé les armes ici sous la menace après avoir tué l'ancien chef, et les villageois les détestent. Mais Barnes est incrédule. L'interrogatoire ne donne rien de satisfaisant, et la femme du chef intervient et proteste des exactions commises par les soldats. La tension monte. Elle crie « Il fait chaud ». Tout le monde est épuisé et à bout de nerfs et en a marre. Pour Barnes, c'est la rupture morale et la situation bascule. Subitement, c'est le choc, l'incompréhension. Le cap est franchi et il devient un criminel de guerre. Puis le chaos reprend, et Barnes, courroucé, menace d'exécuter d'autres villageois si le chef ne coopère pas. Le tout encouragé par les soldats qui le soutiennent, et sous les regards effarés de certains autres, de Taylor y compris, incapable de protester. C'est ce qu'il y a de pire dans les sentiments humains qui se déchaînent, sous les regards impuissants du lieutenant, toujours autant passif et dénué de courage. Le courage, parlons-en, car il est l'un des thèmes abordés par Oliver Stone dans Platoon. Chacun des personnages, à un moment donné, fera preuve d'une forme de courage, à sa manière. Pour Barnes, ce sera plutôt au sens premier du terme, le courage d'affronter l'ennemi, quels qu'en soient les risques, sans craindre la mort, mais également d'une autre manière, plus insidieuse. Le courage de faire tout ce qu'il faut, de son point de vue, pour obtenir la victoire et mettre fin à la guerre. Pour Barnes, les victimes occasionnées par la guerre sont faites par ce qu'il perçoit comme des années d'inaction de la part de ses commandants et du gouvernement américain. Elias a le trip humanitaire, dans le genre des politiciens de Washington qui essaient de faire la guerre avec une main attachée à leur burne. Ils sont symbolisés ici par l'attitude pusillanime du lieutenant. Alors que la guerre s'enlise dans des combats de guérilla et des petites escarmouches, Barnes en est arrivé à la conclusion que pour mettre fin à cette guerre, des mesures drastiques et dures doivent être prises. Des mesures qu'il est résolu à appliquer lui-même s'il le faut. Barnes est un homme d'action qui ne traîne pas des pieds et fait ce qui doit être fait. Il ne recule devant rien pour assurer la sécurité de ses hommes et le succès de sa mission. Ses traits ne sont pas mauvais, surtout en temps de guerre. Mais pour le sergent Barnes, ses nobles conceptions sont hélas sapées par son mépris total de la vie d'autrui, sa cruauté et sa nature vindicative. Il n'a ni pitié ni respect pour son ennemi, qu'il soit civil ou militaire, dont il ne fait aucune différence. Ce qui reste compréhensible lorsqu'on finit par perdre trop d'amis au combat contre un ennemi qui se cache sans cesse et qu'on ne peut ni identifier clairement ni combattre frontalement. Ce qui est inexcusable en revanche est d'agir sous le coup de la colère et de la haine de l'ennemi et de tirer sur des civils présumés innocents dans un accès de rage. Les sentiments sont les sentiments, mais les actions sont tout à fait autre chose. Et quand nous voyons Barnes tirer sur une femme de sang-froid pour le simple fait qu'elle s'insurgeait des méfaits commis par les soldats dans son village, et ensuite pointer son pistolet sur la tête d'une enfant dans un but coercitif afin d'obtenir des informations, on sait qu'il ne mène plus seulement une guerre, mais une vengeance personnelle. Non, c'est bon, c'était un Viet Cong, j'ai le droit. La situation est finalement désamorcée par le sergent Elias, qui arrive in extremis avant que d'autres victimes ne soient faites. Il s'agit d'une seconde forme de courage, à savoir celui de se dresser devant ses amis et ses alliés lorsque ceux-ci déraillent et commettent des injustices. J'accorde donc 10 points à Neuville, long du bas. L'écrivain Clive Staples Lewis disait « Le courage n'est pas simplement une vertu, mais la forme de chaque vertu au point de test, ce qui signifie au point de réalité la plus élevée. » Dans cette scène, Elias est le seul à faire preuve de courage dans sa forme ultime, au moment le plus critique, et à tenir tête à la cruauté de Barnes. Ma seule raison de vivre est de servir celle dont l'honneur a été bafoué par le grand peuple. Il prend le risque de briser les liens déjà fragiles, voire hostiles qu'il entretenait avec son supérieur, pour défendre la poignée de civils de la colère de ses propres alliés, quitte à diviser définitivement le peloton en deux, ceux avec lui et ceux avec Barnes. Si Taylor admirait d'abord Barnes pour ses incroyables qualités de combattant et de leader, il trouvera dès lors en Elias son exemple idéal. Et puisque la cruauté engendre la cruauté, le courage engendre le courage. Et il décidera de ne plus rester silencieux face à la sauvagerie et finira lui aussi par s'opposer à ses camarades sur le point de souiller deux jeunes villageoises, creusant un petit peu plus le fossé qui sépare maintenant les deux entités dans le peloton. Derrière, la guerre se poursuit et le village est incendié et sa population est déportée. Une attitude qui, à l'instar des Allemands en Union soviétique, finira par retourner la population locale, au départ relativement favorable, contre eux. De retour au camp, les choses prendront une tournure officielle.
Elias dénoncera l'exécution commise par Barnes auprès de leur capitaine. Mais le lieutenant prendra le parti du bourreau et prétendra n'avoir rien vu et que le village était de toute façon infesté d'insurgés. Le capitaine remet l'enquête à plus tard, car une opération importante est en préparation et il a besoin de tout le monde sur le terrain. Mais il promet l'enquête au retour de la mission, qui si elle prouve la culpabilité de Barnes, l'enverra directement en cour martiale. Les soldats dans le peloton semblent cohabiter en apparence, alors que pourtant, le ressentiment et la méfiance s'accroissent. Taylor dira qu'une guerre civile fait rage au sein du peloton. La moitié est avec Elias et l'autre avec Barnes. Ces derniers font entièrement confiance à leur chef, qui les a menés jusqu'à maintenant et qui continuera. Ils méprisent Elias et évoquent même, sans forcément être sérieux, l'idée de lui régler son compte. Plus tard, l'opération est lancée et le peloton est redéployé dans la jungle. Le moral des troupes est éreinté. Taylor lutte pour son équilibre moral et ne serait-ce que pour tenir bon. Il est scandalisé par la lutte intestine qui les divise alors qu'ils devraient faire face tous ensemble contre les Viettes. Une confrontation qui finira enfin par arriver, par surprise. Soudainement, les balles fusent et les hommes tombent. Tout autour, ça tire, ça explose et ça crie. Alors que certains cèdent à la panique et restent prostrés, les éclats de la terre soulevés par les explosions crépitant sur leurs casques, Barnes reprend son rôle naturel de leader et hurle ses ordres de combat. Il organise la riposte, mais une nouvelle dissension oppose les deux sergents. Elias, expérimenté, se rendra compte d'un possible contournement manœuvré par l'ennemi pour attaquer le flanc des Américains. Une chose qui lui était déjà arrivée auparavant dans une autre bataille, et qui pourrait être fatale pour le peloton. Barnes lui concédera de prendre quelques hommes pour aller barrer la route aux Viettes, mais lui rappellera sans ménagement que c'est lui qui commande et qu'il n'admet pas qu'on lui fasse les leçons. Les deux hommes se séparent en s'insultant. C'est un con, Barnes! Les échanges de tirs reprennent de plus belle et les blessés s'accumulent. Même Jack Sparrow est touché. Je me sens souillé et nauséeux. Mais l'incompétence du lieutenant commence à coûter cher en vie américaine. Alors qu'il donne des coordonnées à la radio pour guider le tir de l'artillerie, des obus tombent trop près des positions du peloton et occasionnent plusieurs blessés. Le sergent Barnes se porte au secours des blessés, mais il comprend vite que le tir d'artillerie doit cesser et se précipite vers le lieutenant, lui assonnant reproches et insultes. Quelles coordonnées est-ce que vous donnez? Vous avez déjà fait plein tas de diplômes avec votre incompétence et vos erreurs de tir. Vous savez ça? Il s'emparera de la radio et fera cesser la pluie de feu qui s'abattait alors sur eux. Eh, vous savez pourquoi il y a une section d'infanterie en Antarctique? Parce que c'est le lieutenant qui tenait la carte et la boussole. Dans un autre coin de la jungle, Elias et ses hommes, dont Taylor, se préparent à accueillir le contournement des Viettes et mettent en place leur piège. Elias se sépare du groupe afin d'aller couvrir un autre secteur plus bas, laissant les trois hommes sur place, face à la jungle immense et à l'imminence d'une attaque ennemie. Pendant ce temps, le peloton doit se replier sur une position défensive plus en arrière et faire jonction avec une unité de renfort, pendant que l'artillerie continue de pilonner le secteur. Une retraite qui risque d'isoler le sergent Elias et son équipe. Barnes ayant dès lors complètement pris le contrôle du peloton, il enverra le lieutenant se replier avec les autres pendant qu'il ira chercher lui-même Elias sur sa position. Une position qu'Elias avait montrée sur une carte et qu'à part le lieutenant, seul Barnes connaissait. Le barrage de Taylor fonctionne bien. Des Vietcong sont interceptés et personne ne franchit le cordon de sécurité, même si l'un des leurs est blessé dans la manœuvre. Barnes arrive sur leur position et leur ordonne de porter le blessé vers la zone de repli, pendant qu'il va récupérer Elias, non sans avoir dû imposer son autorité à Taylor pour le forcer à se replier. De son côté, Elias fait un véritable carnage. Furtif et rapide, il s'élance à travers la jungle et frappe avec une précision chirurgicale les fantassins Viettes. Barnes suit sa piste au son des rafales. Les Viettes semblent être en déroute. Le silence retombe lentement et Barnes parvient à retrouver Elias. Les deux sergents sont réunis. Elias semble satisfait de voir enfin un visage allié. Le temps semble se figer, les regards des deux hommes se croisent, au milieu de tout ce chaos ambiant. Puis le visage de Barnes se durcit. Une décision vient d'être prise. Le sourire d'Elias s'efface. Il vient de comprendre. 3 coups de feu sont tirés. Elias s'écroule au sol. Barnes s'éloigne, laissant son rival pour mort. Sur le retour, il croisera Taylor, à qui il annoncera avoir trouvé la dépouille d'Elias, entourée de cadavres de Viettes. Il est trop tard. La zone grouille d'ennemis. Ils doivent fuir ou ils finiront comme lui. Mais Taylor n'y croit pas. Mais il suit Barnes à regret. Le regret. Peut-être que Barnes en avait au moment où il a pressé la détente de son M16. À ce moment crucial, les sentiments devaient se bousculer dans son esprit. Et pourtant, encore une fois, il a fait ce qu'il pensait devoir faire, abattre Elias. La solution de facilité serait de se dire qu'il a commis ce crime pour se venger du fait qu'Elias l'ait frappé et dénoncé auprès du capitaine. Mais je pense qu'à ce moment précis,
Les rancœurs et les divergences quant au sort réservé aux civils n'entraient plus en ligne de compte, ou du moins devenaient secondaires. Le problème, c'était cette menace de cour martiale, qui, outre le fait de l'envoyer derrière les barreaux, l'aurait empêché de participer à la guerre et de continuer sa mission. Une mission qui pour lui est sacrée. Une mission que le témoignage d'Elias l'aurait empêché de poursuivre. On comprend ainsi que dans l'esprit de Barnes, il semble être persuadé d'être le seul à pouvoir faire une différence significative dans le conflit, dans sa manière même de faire la guerre. Comme nous l'avons vu, il considère les politiques et les généraux comme des mous, incapables de prendre des mesures radicales que lui s'efforce de prendre pour obtenir le succès. Le meurtre de son frère Elias n'était pas personnel, pas dans le sens où on le croit en tout cas. Il s'agirait plutôt de ce que disait Elias à Taylor un peu plus tôt. Barnes croit profondément à cette guerre. Ainsi convaincu du bien fondé de ce qu'il fait, il ne cherche pas tant à se venger d'Elias qu'à éliminer ce qu'il perçoit comme une faiblesse dans le peloton, qui s'apprête l'effort de guerre et sa réussite. Il est prêt à commettre un mal pour ce qu'il pense être un plus grand bien. Ce conflit fratricide entre les deux sergents nous intéresse et est mis en scène par Stone parce qu'il est significatif d'une situation plus générale. Évidemment, les troupes américaines au Vietnam ne se sont pas entretuées entre elles, et n'apportent donc pas un réalisme à l'histoire. Mais comme le dit Taylor à la fin du film, l'assassinat d'Elias ne fait que porter à l'extrême des divisions qui régnaient à l'intérieur même des États-Unis et de leur armée. L'ennemi n'était pas seulement extérieur, il était aussi en eux. Platoon a donc pour Oliver Stone une valeur philosophique et explicative. À travers cette lutte fratricide, opposant par extension ceux qui supportaient cette guerre et ceux qui manifestaient contre, le réalisateur essaye de montrer pourquoi les Américains ont pu échouer au Vietnam. Toujours sous le feu, la zone, envahie par une force ennemie supérieure en nombre, sera finalement évacuée par les hélicoptères, donnant lieu à l'une des scènes les plus célèbres du cinéma. Elias, miraculeusement vivant et se battant avec l'énergie du désespoir, courant pour sa survie, une horde de Viettes à ses trousses. Mais il est trop tard. Personne ne peut plus l'aider. Mortellement touché, il s'écroule définitivement au sol. Ne reste alors plus que les regrets, de Taylor cette fois, d'avoir cru en Barnes et de ne pas être allé vérifier ses dires. Maintenant, il en est convaincu. Barnes a menti. Au camp, Taylor et certains de ses compagnons se recueillent. Mais Taylor affirme que Barnes a voulu tuer Elias. Il le sait, il en est persuadé. Il l'a lu dans le regard du sergent. La querelle éclate. L'un des soldats dit qu'Elias est mieux là-haut, au ciel, que ses souffrances sont terminées. Une affirmation qu'on pourrait prêter au philosophe grec Platon, qui disait que seuls les morts ont vu la fin de la guerre. Il ajoute à propos du sergent Barnes que celui-ci semble être invulnérable. Déjà blessé 7 fois au combat, il est toujours là, à se battre. Barnes, rien ne peut le tuer. La seule chose qui tuera Barnes, c'est Barnes. Le sergent apparaît soudain, ivre et ayant entendu la conversation. Il dévoilera une nouvelle facette de lui, blasé et cynique, clamant que ces hommes qui l'accusent de meurtre n'y connaissent rien à la mort et au meurtre. Barnes semble dire qu'à travers son expérience, il a devancé Taylor et les autres, et qu'il comprend mieux les enjeux de la mort qu'eux et ce que signifie tuer ou être tué. Et ceux qui croient autrement sont des imbéciles, à l'image d'Elias, contre qui il confirmera n'avoir rien de personnel, mais qui pensait à tort pouvoir mettre fin à une guerre avec compassion et miséricorde, alors que les soldats devraient être, selon lui, brutaux et sans remords. Ce qui semble vouloir montrer qu'au plus profond de Barnes, son vécu et les difficultés qu'il a rencontrées, comme voir mourir ses hommes au combat, ont pesé si lourdement sur son âme qu'elles ont écrasé chaque once de bonne volonté et de compassion pour le faire devenir l'homme froid, désillusionné et implacable qu'il est. L'ironie étant qu'il réprimande les hommes de fuir la réalité en se droguant à la marijuana et que lui-même n'a pas besoin d'une échappatoire comme ça, alors qu'il reprend une gorgée de whisky, rend d'autant plus évident que Barnes est aveugle à la vérité sur lui-même et ceux qui l'entourent. Il est tellement pris dans sa propre misère et sa vision négative du monde qu'il n'a plus l'occasion de penser à autre chose qu'à la guerre et est obnubilé par la mort et par sa volonté de victoire à tout prix. Ce qui marquera sa différence très nette avec Elias, qui lui parvenait tout de même à savourer les petits moments de paix et de sérénité, et surtout à conserver un pied hors de la guerre. Bien assez déjà de se sentir heureux. Semblant peut-être envier Elias, ou résultant du mélange de l'ivresse et de la mélancolie, il provoquera le groupe de soldats et les invitera à le tuer, alors qu'il est seul et que personne ne le saura. Mais devant l'hésitation du groupe, ou peut-être même leur peur, il ne leur témoignera que son plus profond mépris, déclenchant la colère de Taylor qui l'attaquera. Mais l'avantage sera très vite repris par le sergent. Prêt à tuer Taylor, il sera stoppé de justesse par les autres soldats, réalisant ce qu'il risque. S'il le tue, il finira en prison. La mort,
Qu'est-ce que vous savez de la mort, vous? Bien sûr, vous vous en doutez, Barnes ne peut pas finir comme ça. Et le devoir rappelle très vite le peloton sur le terrain. Terrain que Taylor qualifiera de lieu du crime, alors que leurs hélicos survolent la zone précédemment évacuée. Leur mission est de sécuriser et tenir une position stratégique clé dans une vallée face à l'attaque imminente d'une force vietnamienne conséquente. Oh, salut Oliver. Mais le peloton a déjà souffert de nombreuses pertes et les effectifs sont bien trop réduits pour défendre efficacement leur périmètre attribué. Ce qu'un sergent chargé de défendre une zone bien trop large pour les quelques hommes qui lui restent fera remarquer au lieutenant, qui prouvera une ultime fois qu'il n'est ni l'homme de la situation et n'a ni l'étoffe d'un chef, et que de toute façon il ne peut rien y faire. Et je dirais même que je me fous de tout maintenant. Alors qu'à son poste de combat, Taylor se plaint de la disparition d'Elias et d'être forcé d'obéir à Barnes, ce dernier est occupé à maintenir la discipline dans ses rangs. Le soldat junior, dont il le soupçonne depuis longtemps de fuir ses responsabilités, tente de se faire évacuer par hélicoptère avec les autres blessés, prétextant de ne plus pouvoir marcher à cause de blessures aux pieds. Mais le sergent se doute bien que Junior triche et s'est vaporisé de l'insecticide sur les pieds pour faire croire à une infection, et il s'en assurera d'une manière bien inventive. Va me chercher le mille-pattes. Le long, rouge et noir poilu que j'ai trouvé dans la caisse de munitions. Le mettrai dans le futal de ce garçon, on verra s'il peut marcher. Alors qu'il regagne son poste, il est interpellé par O'Neill, qui devait recevoir une permission pour aller se reposer à l'arrière, et voudrait savoir pourquoi Barnes ne l'a pas laissé partir. Ce dernier lui dira qu'il a besoin de soldats expérimentés pour assurer la mission, qui s'annonce d'ores et déjà difficile. Mais O'Neill insiste pour avoir sa permission, et ajoutera que cette fois-ci, il a un mauvais pressentiment, et qu'il a peur d'y rester. Ce à quoi Barnes, insensible, rétorquera qu'on doit tous mourir un jour, prouvant définitivement qu'il n'a cure des flatteries de ses hommes, et que l'intérêt de la mission prime, devant un O'Neill dépité et désabusé. C'est O'Neill, avec 2 L. Il y a un autre O'Neill avec un seul L et il n'a aucun sens de l'humour. La nuit finit par tomber et envelopper la jungle tel un linceul. Certains savent déjà qu'ils ne reverront pas le jour se lever, car au loin des tirs se font entendre. Les éléments les plus avancés ont engagé le combat, et semblent déjà débordés d'après les transmissions radio. Le peloton se tient prêt, et l'attente, toujours cette maudite attente, pèse sur le peloton en défense. À travers les explosions et les rafales, un survivant parvient à regagner la position de Taylor, annonçant que son groupe a été exterminé et qu'une grosse force viet arrive. La bataille va commencer. Presque aussitôt, ce sont les silhouettes ennemies que l'on aperçoit entre les arbres, faiblement illuminées par les fusées éclairantes. C'est maintenant la lutte pour leur survie qui commence. Les tirs s'échangent, les corps criblés s'écroulent avec fracas et les abris explosent ou sont envahis par l'ennemi qui ne fera pas de quartier. Ce sera une lutte à mort. Eux ou nous. Les Américains sont encerclés. Certains groupes ont déjà été éradiqués et les Viets s'engouffrent dans les dispositifs de la compagnie. Certains soldats se sont même enfuis et ont abandonné leurs camarades pour échapper à la mort, comme Junior. Mais tels les lâches et les traîtres, le destin les rattrape très vite. Non! N'allez pas dans les hautes terres! Le poste de commandement explose. La situation est dramatique et critique partout. Le lieutenant aussi sera tué. La zone est submergée et le capitaine demande un bombardement de leur aviation sur leur propre position déjà envahie. C'est le chaos. Mais dans ce chaos, Barnes continue de se battre, tel une bête. Il n'est plus qu'un animal enragé, un berserker dont l'esprit n'est réduit qu'à son instinct de survie primaire et à ses réflexes de défense. Même sans armes et blessé par un tir, il se bat au poing et à la pelle de tranchée, se jette sur l'ennemi. C'est de l'adrénaline pure qui coule dans ses veines, et c'est sa furie qui s'exprime. Dans le feu de l'action, il sera rejoint par Taylor, mais tellement immergé dans sa folie guerrière, il ne le reconnaîtra même plus. Et c'est alors qu'il soulève sa pelle pour l'écraser sur le crâne de Taylor, que l'on aperçoit son regard maculé de sang, qui nous hurle que derrière ses yeux, l'homme qu'était le sergent Barnes a été totalement dévoré par cette guerre, ne laissant qu'un homme vide et brisé, laissé à son état primal. Taylor ne devra au final sa survie qu'au bombardement allié, qui soufflera dans le dos de Barnes et les laissera tous deux inconscients jusqu'au lever du jour. À son réveil, la situation semble apaisée. Taylor s'emparera de la première arme qu'il trouvera et fera face à Barnes, revenu à un état normal. Agonisant et se traînant contre un arbre, il le sommera d'aller chercher un médecin, s'imaginant sans doute à ce moment-là pouvoir se remettre d'une 8e blessure. Mais leurs regards se croisent, et nous renvoient dans le passé à une situation identique. Et cette fois-ci, alors que le temps se fige à nouveau, en lisant dans le regard de Taylor, c'est Barnes qui comprend. Il comprend que pour lui,
c'est enfin la libération qui vient à lui. Et dans un dernier éclair de lucidité, il finira sur un ultime avant que la sentence ne s'abatte enfin. Ainsi périt le sergent Barnes. Une fin qu'évidemment il avait méritée, à cause de ses crimes. Mais plus que cela, c'était le seul destin valable pour lui. Car comme le dira Taylor lors de son évacuation après la bataille, la guerre est maintenant finie pour lui, mais elle restera en lui jusqu'à la fin de sa vie. Et pour ceux qui ont survécu, leur prochaine mission sera de trouver un nouveau but à leur vie, pour le temps qu'il leur reste. On peut ainsi dire que survivre à la guerre n'aurait jamais été envisageable pour Barnes, étant donné l'homme qu'il était devenu. Après les traumatismes et les expériences terribles qu'il a vécues, jamais il n'aurait pu se réadapter à la paix et vivre normalement. Sa vie n'aurait plus été qu'un énorme vide, lui qui s'était dédié corps et âme à la guerre. C'est ce que le général Bijard écrivait en 1957 dans son livre « Piste sans fin ». C'est la piste où l'on marchait toutes les nuits en opération et où l'on pense à un tas de choses. Cette piste sans fin qui ramènera au point de départ ceux qui ont duré et qui, usés et vieillis, retrouveront leur village. Ceux-là ne pardonneront jamais à la piste de les avoir protégés, car elle les aura rejetés à la pauvre vie de tous les jours, comme une maîtresse aimée mais infidèle. Une piste qui symbolise ici les aléas de la guerre, comme un chemin emprunté plutôt qu'un autre, une mission faite plutôt qu'une autre, un combat livré ou non, qui favorisera la survie ou la mort d'un soldat. Barnes est un exemple déchirant de ce qu'un homme peut devenir lorsqu'il est plongé trop longtemps dans la tourmente, dans cette jungle à la profondeur vertigineuse, hostile, où même le climat veut votre mort. Mais où on prend quand même le temps de se raser les boules, face à un ennemi la plupart du temps invisible, qui tue avec tous les accessoires de lâcheté qu'il puisse trouver, frappe par surprise et disparaît aussitôt pour rester insaisissable, torture et expose les restes mutilés des soldats capturés, affectant irrémédiablement votre capacité de discernement entre le bien et le mal. Et plus encore, Barnes nous rappelle que dans les mêmes circonstances, nous aussi, nous pourrions devenir des monstres. Un méchant, il l'est, évidemment. Ou plutôt il l'est devenu à force d'événements malsains et dramatiques dans l'escalade de la guerre, alors que chaque camp cherche à frapper plus fort que le coup précédent de l'ennemi. Mais plus qu'un méchant, il est également une victime. De la guerre d'une part, mais surtout de lui-même, et de son degré d'implication dans sa mission, qui, selon lui, rendront chacune de ses actions comme nécessaires. C'est une âme brisée, et le plus effrayant là-dedans, c'est qu'un homme comme lui a probablement existé. Oliver Stone ayant déjà avoué que chacun de ces personnages étaient tous basés sur des individus qu'il avait côtoyés durant la guerre du Vietnam. Pour autant, il n'est pas un psychopathe complet. On peut en effet facilement imaginer que côtoyer la mort de si près et si souvent peut amener à considérer la diminution de la valeur particulière de la vie humaine. Chose que Barnes ne fera visiblement pas, vu la manière qu'il a de blâmer tout le peloton après la mort de Gardner et sa réaction après l'explosion du piège qui tuera 2 autres soldats. Il ressent la perte de chacun de ces hommes. C'est un homme brutal, certes, mais il fait en sorte que tout le monde autour de lui se sente plus en sécurité. Son abnégation est totale et il n'hésitera jamais à mettre sa propre vie en danger pour sauver celle d'un camarade. Le plus grand malheur du sergent, ce qui en fait le méchant de l'histoire, c'est que dans l'exercice de ses fonctions et dans sa quête de mettre fin à la guerre, il a malheureusement perdu sa notion du bien et du mal. La leçon que Barnes nous donne ici et que nous devrions retenir illustre parfaitement cette citation de Nietzsche. Quiconque lutte contre des monstres devrait prendre garde dans le combat à ne pas devenir un monstre lui-même. Quand vous scrutez trop longtemps dans le fond de l'abîme aussi scrute au fond de vous. Oh. Oh. Zach Johnson, and you're listening to the Psychedelic Music Show on the American Forces Vietnam Network. Then Army Specialist Mark Jason comes in.